Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier en 4 parties. Actualité générale, vie de l'Église dans le diocèse de Liège, vie de l'Église en Belgique et ailleurs et finalement la 4e partie, question d'auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, dans cette partie-ci, nous nous intéresserons à l'actualité générale, l'actualité du monde. Et pour cette édition de septembre 2019, notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Delville, est avec nous en studio. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. Alors la question presque rituelle, je dirais, quels sont les événements des dernières semaines, des derniers mois que vous retenez, que vous avez envie de commenter. C'est la première émission après les vacances, donc à la limite, ça fait quelques mois que vous n'avez plus commenté l'actualité. Il y a notamment en Belgique la question des gouvernements, certains gouvernements qui sont en place. Au moment où nous parlons, par exemple au niveau fédéral, on est toujours coincé. Quel est votre regard actuel ? Voilà, on avance quand même évidemment puisque des gouvernements régionaux ont été mis sur pied. Le gouvernement de la région germanophone, le gouvernement wallon, le gouvernement bruxellois. On attend donc le gouvernement flamand et le gouvernement fédéral. Le gouvernement wallon a été mis sur pied et donc c'est important puisqu'il va y avoir les fêtes de Wallonie et les fêtes de la communauté française avec comme sommet le 27 septembre. C'est donc un moment propice en quelque sorte pour faire le point au niveau de l'engagement régional. J'entendais des amis étrangers qui me disaient, vous savez, vous en Belgique, votre administration fonctionne tellement bien qu'il n'y a pas besoin de gouvernement. Donc voilà, c'est un point de vue vu de l'extérieur. Mais de l'intérieur, on se rend bien compte qu'il est nécessaire d'avoir les rênes qui soient prises en main. Et je crois que l'expérience qui va se faire avec libéraux, socialistes et écolos est une expérience intéressante. Ce qui est intéressant certainement, c'est qu'on accentue la valeur écologique du futur programme du gouvernement régional wallon. Personnellement, ça me paraît important puisque on peut dire que l'écologie est très importante dans le cadre de la justice sociale telle que le pape François l'a définie, spécialement dans la fameuse encyclique Laudato Si. Et donc, il faut mettre la main à la pâte aussi de manière locale, régionale. Et je pense que ça, c'est une conscientisation qui vaut la peine pour tout le monde. Le CDH s'est retiré, préfère faire une cure d'opposition, si on peut dire. Le CDNV a perdu aussi pas mal de plumes. Quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que c'est dommage ? Ce sont des choix. Moi, je ne commente pas de manière personnelle, disons, un choix d'un parti ou d'un autre. Ce que je constate, c'est que, c'est vrai, il y a eu donc moins de votes pour le CDH et le CDNV. Le centre, dans notre pays, comme dans beaucoup de pays du monde, souffre un peu des crises économiques. Il y a aussi une certaine radicalisation. Mais, d'autre part, le centre est important. Le CDH, c'est un parti du centre. C'est un parti aussi qui s'appuie sur des grosses organisations, des tas de réseaux d'associations diverses, historiquement parlant, sur des associations même de type syndical ou mutualiste, désormais avec beaucoup plus de distance, mais néanmoins avec un appui sur des réseaux sociaux très très importants, quoi. Et je pense que le centre dans un pays, c'est une dimension politique importante qui, dans certains cas, je pense à des pays d'Amérique latine par exemple, permet d'éviter le chaos entre des extrêmes gauches et des extrêmes droites. Historiquement parlant, on a des exemples où c'est la démocratie chrétienne ou le parti du centre qui a contribué à un avenir dans le pays. Et donc je dirais qu'à ce titre-là, voilà, j'espère que le centre dans notre pays pourra se revigorer par sa cure d'opposition. Traversons l'Atlantique pour aller sur le continent américain. Dans le nord, c'était l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Dans le sud, évidemment, l'Amazonie et les feux. Est-ce que vous voyez un lien entre les deux continents et les deux événements ?
C'est vrai qu'il y a un lien, on va dire, conjoncturel, hein, parce que l'Assemblée générale des Nations unies ne se tient pas parce qu'il y a un feu et un grand incendie en Amazonie, et cependant c'est lié. C'est lié parce que le thème de l'Assemblée générale des Nations unies est quand même très centré sur l'écologie. Il y a un sommet climatique qui se tient, où on va parler du climat et où on va relancer l'accord de Paris de 2015. C'est donc très très important qu'il y ait ce type d'assemblée. Je crois que dans le monde futur, la gouvernance mondiale est quelque chose de fondamental. Les défis sont de plus en plus planétaires, ils ne sont pas simplement locaux, et donc ils doivent être résolus de manière planétaire. Monsieur Sachs des Nations Unies, qui est un des secrétaires généraux, parlait à Madrid la semaine dernière, et je l'ai entendu à la rencontre des religions pour la paix, et il disait que les 2000 milliardaires les plus grands de notre Terre possèdent à eux tout seuls plus de la moitié des richesses de la Terre, donc 2000 personnes. Il disait, si ces personnes devaient tout simplement payer de justes impôts sur les sommes dont ils sont les propriétaires et donc partager une petite partie par contribution de leur propriété, ça permettrait de résoudre d'un seul coup beaucoup de problèmes. Et donc ça ne se fait pas tout simplement parce qu'il n'y a pas une fiscalité mondiale, parce qu'il n'y a pas un gouvernement mondial, et donc on ne sait pas faire une redistribution des richesses mondiale, parce qu'on n'a pas de gendarme mondial et on n'a pas de constitution mondiale. Donc ça veut dire qu'il faut travailler à l'établissement d'une gouvernance mondiale pour rétablir un plus grand équilibre. Et c'est non seulement une nécessité d'un point de vue social pour les personnes qui sont les plus pauvres et qui ont besoin d'être nourries et soutenues, mais aussi tout simplement pour l'ensemble des personnes qui vont souffrir des modifications climatiques s'il n'y a pas de mesures qui sont prises au niveau mondial. Et voilà, je pense que l'Assemblée climatique de l'ONU a cette charge-là, à savoir de prendre des options pour le futur et de voir comment les imposer de manière mondiale. Le grand absent dans toutes ces réflexions sur le climat, c'est évidemment le président américain, M. Trump. Lui, il s'intéresse plus peut-être à la guerre et notamment au conflit avec l'Iran ou avec d'autres pays, après notamment l'attaque d'une usine de pétrole en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il est sur une mauvaise pente? Pourquoi est-ce qu'il ne s'intéresse pas plus à l'écologie, M. Trump? Donc on sent qu'il y a là-bas un intérêt économique qui est en quelque sorte le moteur de toutes les actions et de toutes les réflexions. Maintenant, même l'intérêt économique doit à un moment donné tenir compte de l'équilibre politique. Et d'ailleurs, M. Trump, vous l'avez vu, il a congédié il y a une dizaine de jours son secrétaire d'État aux Affaires étrangères pour nommer quelqu'un de beaucoup moins agressif et de beaucoup plus diplomate. Donc ça montre qu'il a en quelque sorte tenu compte de la nécessité du moment et par rapport à l'Iran justement, même s'il y a, je dirais, des coups de gueule ou s'il y a des rapports de force qui s'affrontent de manière verbale, il n'empêche que les personnes qui doivent gérer le processus sont aussi désormais plus modérées et donc moins fonceuses que précédemment. Donc voilà, je pense qu'on peut espérer que M. Trump soit sensible à une réelle politique pour éviter des affrontements, on va dire, belliqueux sur le terrain. Est-ce que finalement toute cette discussion et tous ces événements se résument à une opposition entre écologie et économie et que les uns se situent d'un côté ou de l'autre? Alors certainement que ce sont les deux pôles qui sont concurrentiels dans la situation actuelle. On le voit particulièrement bien en Amazonie, puisque les incendies d'Amazonie, ce n'est pas simplement un phénomène naturel ou une catastrophe naturelle, c'est en fait des incendies volontaires qui sont allumés pour pouvoir défricher d'immenses terrains.
lesquels vont servir à l'agro-business, donc à l'industrie alimentaire à grande échelle, donc la culture du soja ou la culture du maïs sur des milliers d'hectares. Alors donc ceci devra servir à des entreprises économiques de type alimentaire, mais va détruire la forêt, la biodiversité, va chasser les propriétaires locaux que sont les tribus indiennes et ainsi de suite. Donc provoque un grand désastre au niveau du climat, de la biodiversité et même au niveau de la justice sociale. Et donc c'est vrai que dans ce cas-ci, on se rend bien compte qu'il y a une opposition entre économie et écologie. Certains disent, si on veut vraiment éviter ce désastre écologique, il faut alors aussi soutenir économiquement le Brésil, parce qu'il ne suffit pas de dire au gouvernement brésilien « veuillez faire arrêter les incendies », il faut aussi alors permettre au gouvernement brésilien de trouver des fonds dus à la nécessité et au manque à gagner dans le cas où il n'y a pas le développement industriel. Parce que nous avons aussi des développements industriels pour lesquels nous n'avons pas payé de compensation écologique. Là-bas, ils sont en train de développer des espaces pour l'économie aux dépens de l'écologie, et donc il serait logique qu'il y ait des compensations. Mais pour en arriver là, il faut nécessairement qu'il y ait un gouvernement mondial qui puisse en effet, je dirais, trouver ce type de compensation. Un peu comme dans l'Union européenne, surtout il y a quelques années, les régions pauvres ont bénéficié de gros subsides provenant des régions riches. Et ça a permis un développement de régions qui étaient arriérées. Par exemple, le Portugal qui était vraiment pauvre, ou encore l'Irlande, et presque uniquement agricole. Ces deux pays se sont très bien développés grâce à l'Union européenne. Et donc, ce sont des subsides attribués par des régions riches pour des régions pauvres, mais qui finalement ont servi au développement de l'ensemble. Alors ce qui est vrai pour l'Union européenne devrait pouvoir être élargi au niveau de toute la totalité de la Terre. On va s'arrêter là. Je crois qu'au mois d'octobre, on aura au moins 2 sujets importants et d'actualité. On vient de parler de l'Amazonie. Il y aura le synode des évêques, notamment sur l'Amazonie. Ce sera au mois d'octobre. Ouais. Et puis, normalement, il y a peut-être aussi le Brexit qui aura lieu, qui n'aura pas lieu. Eh bien, vous allez le commenter donc dans la prochaine émission. Merci, Monseigneur. C'était donc la première partie de l'émission Regard d'évêque de septembre 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.